Salam alaikum, Azul, bonsoir. La vie est devenue très difficile pour de très nombreux Algériens. Les catégories sociales les plus fragilisées basculent dans la pauvreté, dans l'incapacité de faire face à des besoins élémentaires. La pauvreté est là, de plus en plus visible. Et même le pouvoir d'achat de familles, de ménages qui ont des revenus appréciables ne peut plus faire face. C'est une crise insidieuse qui s'installe. Les prix des produits alimentaires de base s'envolent jusqu'aux pâtes alimentaires, aux légumes secs, à la farine, en plus des légumes frais, de la viande rouge, blanche, de la sardine. Les prix s'envolent sans nous ne sachions quoi que ce soit sur les vraies raisons. Le climat social est nuageux et les bouleversements au sein de la caste politique n'arrangent pas les choses. La rumeur fait rage et l'incertitude des lendemains a pris possession des lieux. Les tracasseries administratives n'arrangent pas les choses, ni l'absence de prise en charge des contraintes publiques. Une sorte de débâcle silencieuse, ponctuée par l'effondrement d'anciennes bâtisses ici et là, qui suggèrent comme la fin d'un monde, la fin d'une longue récréation, le réveil brutal après une si longue anesthésie. Pourtant, malgré ce climat lourd de sourde inquiétude, l'espoir est partout d'un renouveau annoncé. Le mot Hirak est dans tous les esprits, autant dans ceux qui l'espèrent, qui attendent son retour, que ceux qui l'appréhendent et qui ne le perçoivent que comme une menace pour leurs privilèges, pour leur statut respectif. Oui, malgré les lourds nuages qui pèsent sur le quotidien des Algériens, que les conditions du confinement et les mauvaises nouvelles sont venues épaissir, l'espoir est encore là, ténu, mais obstiné, qui se sait une graine semée sur une terre fertile. Et ce n'est peut-être pas pour rien que le régime ressort toutes ses vieilles méthodes, jusqu'à sa langue de bois qu'on croyait révolue, jusqu'au bradage d'Internet, jusqu'au retour de méthodes que nous pensions oublier à jamais. C'est peut-être parce que le régime sait, avec certitude, mieux que tout le monde, mieux que quiconque, que le nouveau Hirak est en gestation et qu'il sera encore plus massif, plus déterminé et plus exigeant que jamais. Nous ne tarderons pas à voir nos rues noires de monde et nos espoirs portés par une jeunesse décidée à reconstruire son pays dans le pacifisme et l'apaisement. Algérie, la harangue militaire et la vraie vie. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici sur plateau Nordina Oussat, écrivain, conférencier. Nordina Oussat, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est Jamaldi. Merci beaucoup. Nous allons avoir au téléphone depuis l'Algérie Badreddine Guerfa, cadre du FIS, qui sera avec nous par Skype. Adel Jabbar, observateur politique, qui sera avec nous depuis le Canada. Kaddour Chouicha, syndicaliste, militant des droits de l'homme, qui sera avec nous depuis Wahran. Farida Hamidi, qui nous rejoindra à la fin
de l'émission pour un appel que son collectif souhaite faire parvenir aux Algériens de Paris. Alors, Nourdine Naoussat, pendant que les gens font ce qu'ils pensent être de la politique, et dont on ne sait pas au fond ce que c'est vraiment, ces purges, ces déchirements au sein d'un même régime, ces retours de gens contre lesquels on avait envoyé des mandats d'arrêt internationaux et qui reviennent sans être rejugés, ce président absent pendant 2 mois et qui nous tombe du ciel d'un coup, dont on ne nous dit rien sur son véritable état de santé, et j'en passe et des meilleurs, ces rumeurs de purge au sein de l'armée, ces rumeurs d'une prochaine recomposition dans le champ politique visible. Pendant que tout ça se passe, la société algérienne est en train quasiment de basculer, sinon dans la pauvreté, du moins dans l'incertitude et dans la difficulté quotidienne de joindre les deux bouts, comme on dit. On n'en parle pas, presque personne n'en parle. Pourquoi ? En fait, pour comprendre cela, ou pour l'appréhender plus exactement, parce qu'on ne comprend jamais rien, hein. Oui. On ne comprend jamais rien, vu l'opacité, vu la complexité, vu la loi du silence, l'omerta, qui règne toujours sur le pouvoir en dépit, ou je dirais malgré quelques infiltrations, quelques fuites très importantes. Parfois organisées, mais d'autres qui ne sont pas organisées, mais restent néanmoins ces constantes de la nature du pouvoir, elles y sont toujours. L'opacité, la complexité et l'omerta. Néanmoins, il faudrait, pour comprendre cela, connaître la nature du régime. Si on comprend la nature du régime, j'ai écouté certains de vos intervenants, j'ai lu ce qui est écrit sur ce qui s'est passé la semaine dernière, le retour de Khaled Nazar, l'acquittement de Toufir, Tartag et compagnie. Mais en fait, pour comprendre cela, il y a plusieurs hypothèses, c'est sûr, mais toute hypothèse reste pas seulement hypothétique, mais reste hasardeuse si on ne comprend pas ou si on ne met pas au centre du constat, du regard, de l'analyse, la nature du pouvoir algérien. La nature du pouvoir algérien, c'est quoi ? C'est que c'est un régime oligarchique. Donc c'est une oligarchie, ça n'a jamais été une autocratie par une personne ou un groupe de personnes liées par une idéologie ou quelques, je dirais, intérêts juste du groupe. Non, ça n'a jamais été ça. C'est oligarchique. C'est aussi, et c'est très important de le souligner, cartellique. Cartellique, c'est-à-dire cartel au sens, je dirais, objectif, ni, je dirais, péjoratif, ni amélioratif, sans porter de jugement. Juste objectivement, c'est un cartel. Ça a été toujours un cartel. Des cartels d'intérêts ? C'est-à-dire un certain groupe des intérêts, bien sûr, entre autres, premier intérêt, c'est la sauvegarde du pouvoir, bien entendu, le centre de décision, et surtout le partage de la rente. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de régionalisme, il y a des liens familiaux, on le sait, c'est important aussi, hein, mais c'est surtout ça, c'est un cartel, ça a été toujours un cartel. Donc qu'est-ce qui s'est passé la semaine, pour faire bref, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'il y a une reconstitution, c'est le pouvoir, il est revenu à sa nature. Stratégiquement, il s'est défait, comme dit le stratège ou le stratagème, de sacrifier le pêcher, hein, l'arbre qui donne les pêches, pour sauvegarder le prunier. C'est une des stratégies connues depuis les Chinois il y a plusieurs millénaires. C'était ça. Moi, à ma lecture, hein, et à mon sens, c'est ce qui s'est passé. Le pouvoir... Vous l'expliquez parce que c'est le retour des anciens janviéristes comme Toufir, Nazar, pas seulement ça, en apparence du moins. Les janviéristes, ils sont partis pour la plupart. 90% sont morts ou bien ils sont hors circuit. Mais c'est le système, c'est la nature du régime. La nature du régime, c'est quoi ? La nature du régime, c'est l'armée, c'est sa colonne vertébrale. Mais une colonne vertébrale, qu'est-ce qu'il lui faut pour être... Une tête. Mais pas seulement une tête, il y a mieux que ça, c'est la moelle.
Oui. Il faut une moelle. La transmission. Et la moelle épinière, c'est celle. Sinon, la colonne vertébrale, ce sera juste, je dirais, un contenant sans vie. C'est sa moelle. Or, le système algérien, sa moelle épinière reste là, les services de sécurité. Les services de sécurité qui font l'État, ce qu'on appelle l'État profond, qui est un terme très important aussi. L'État profond, ce n'est pas l'FLN, le RND ou autre. Il est partout, dans toutes les administrations. D'où cette notion tentaculaire qui, Voilà, va partout. Qui va partout dans les administrations, au plus profond de la société. Dans tous les lieux de décision locale, régionale, nationale, il y a un élément qui tient ses ordres, ses instructions, ou qui fait remonter les informations à cette tête qui est les services de sécurité. Donc, le pouvoir algérien, à un moment, il s'est attaqué à ce service de sécurité, non pas pour l'éliminer, mais pour le rendre dans son giron, qui pour le récupérer, l'armée, pour le contrôler. Mais une fois qu'ils ont contrôlé l'état-major notamment, une fois qu'il a tout récupéré, il lui reste l'essentiel. Mais il faut gérer cette société, il faut gérer les partis politiques, il faut gérer les centres de décision, il faut avoir cette mainmise, cette surveillance, ce contrôle sur la société. Et comment il va le faire? Avec quoi? Par les mêmes centres névralgiques que vous appelez la moelle. Et il lui faut cette moelle épinière. Il lui faut cette moelle, c'est les services de sécurité. Comment il s'appelle? Tawfiq. Moi, je ne pense pas qu'il. Mais c'est ce qu'il y a derrière Tawfiq. Mais c'est ce qu'il y a derrière. Tawfiq est devenu une sorte de symbolique. Voilà, de quelque chose. C'est le sens même. Comment vous pouvez maintenant compter sur un service de sécurité si celui qui a incarné ce service pendant 20 ans, voire 25 ans, on le met en prison? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Le pouvoir n'a pas l'habitude de faire ça. Donc on le récupère. Allez, donc il va passer ses derniers jours. Il sera visité par l'un ou par l'autre. On dit que la semaine dernière, dès son jour d'acquittement, il a été rejoint chez lui par Chingriha et Khaled Nazar. À trois, ils se sont retrouvés. Bon, disons que c'est vrai, mais ce n'est pas là que ça va se décider. Ça n'en annonce pas moins que c'est les services qui reviennent. Tout à fait. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui se reconstituent. Parce que c'est la moelle. Et qui travaillent dans les deux sens. Autant qu'ils vont remonter l'information de l'état profond jusqu'au sommet des services, des centres de décision. Que dans l'autre sens, pour aller influer sur l'événement au plus profond de la société. Absolument. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir est revenu à sa nature première dont il ne peut se défaire. Il faut toujours ces trois centres de décision. Parfois, il y a un qui prend le dessus sur les autres. Je veux dire la présidence, l'état-major et les services de sécurité. Ces trois-là. Mais souvent, ils travaillent ensemble. D'ailleurs, ce qui a fait dire à beaucoup d'observateurs qui sont un peu du côté du régime du temps du Hirak, que si le DRS était encore à pied d'œuvre, il n'aurait pas laissé se produire une telle anarchie. Anarchie entre guillemets, pour reprendre leurs mots. Ils ont dit si le DRS était encore là, ça ne serait pas passé comme ça. Oui, sauf que le DRS, il avait je dirais, en face de lui, les deux autres pieds du pouvoir. Il était seul face à l'état-major et à la présidence. Et dans les deux endroits, il y avait deux qui étaient des redoutables, je dirais, opposants et résistants au DRS. Et tout particulièrement à l'état-major. L'état-major, puisque c'est l'état-major qui nomme la présidence. Absolument. Ouais. Alors, avant de recevoir nos autres invités, j'aimerais que nous regardions une vidéo de l'ex-ministre des Finances, M. Ben Khelfa, qui est expert aujourd'hui, c'est la 3. Nous allons la regarder, puis nous regarderons d'autres vidéos juste après. فإن قانون المالية حافظ على شيئين حافظ على القوة الشرائية كثير لأنه قانون المالية حافظ على القدرة الشرائية, le pouvoir d'achat, c'est ça notre Oui, c'est le pouvoir d'achat, exactement. Alors nous allons écouter ce que nous disent des gens sur l'augmentation des prix, numéro 4. زيادة وسعة الاستهلاك كاين في السكر الزيت
عندنا العجائن هناك زيادة ملحوظة ب5 دنانير على كل العجائن، مختلف العجائن. واحد زواليه الكو انت بور انسان يدي 25000 دينار ولا انسان يدي 30000 دينار ولا يهلكو تما هادي تو طافي نورمال. هادي ما الناس ولات تخمم على الخبز وتخمم على الحليب. كيفاش نتايا تجي تروح تشري تدخل هكذا المول ولا تدخل سوبيرات ولا يخسر غير بعيد. Alors, l'augmentation du prix Nordinausat, dont on nous dit que c'est une flambée silencieuse qui ne se remarque pas trop. C'est pour ça que ça n'a pas fait un tollé. Mais presque tous les prix sont en train d'augmenter. Les pâtes alimentaires, la farine, le sucre, nous dit-on, d'autres produits dont je ne me rappelle pas, jusqu'aux légumes, jusqu'aux fruits, jusqu'au prix des viandes blanches, rouges et sardines. Sardines qui auraient atteint le prix de 1000 dinars. J'ai vu ça, Le kilo. 950 la semaine dernière. C'est incroyable, ça veut dire c'est 1/20 du SMIC. Pour ceux qui ont le SMIC, hein. Ouais. 1/20 du SMIC, c'est incroyable. Absolument. Alors, nous allons regarder aussi quelques images. Vous savez qu'avec le froid qui s'est abattu sur le pays, il y a une très grande pénurie de gaz en butane, en bouteille, surtout dans les régions les plus reculées, qui n'ont pas le gaz de ville, comme on dit. Et c'est réellement la croix et la bannière, la galère pour obtenir une bouteille de gaz. Regardez ces quelques images. Dans les hôpitaux Nordinausat, ce n'est guère mieux. C'est toujours très difficile d'y être admis, de s'y faire soigner, d'y obtenir des médicaments. Certaines personnes sont obligées de sortir, d'aller à l'extérieur pour faire des scanners, des IRM, pour se débrouiller les médicaments prescrits, etc. Une image qui est un peu difficile, mais c'est comme ça. On a des taxieurs donc, qui nous parlent de leurs difficultés. الوقفة الاحتجاجية تاعنا لأنه مدير النقل اللي تابع ولاية عنابة ما استقبلناش البارح. إهانة للمكتب الولائي الناقلين. كي تعود واحد مكلف المشرف على القطاع ما يستقبلكش ما تحقوش. اخويا ها وين وصلنا الأزمة هذه كل دارها مدير النقل. طالب بتدخل السيد وزير النقل. Enfin, nous allons regarder l'image d'un parkinger, vous savez, les parkingers en Algérie, qui ont occupé toutes les rues, toutes les places. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous garer sur la voie publique. Absolument. Il n'y a pas de parc-mètre, c'est des parkingers, généralement avec un bâton Tout à fait. ou un groupe. Ça dépend aussi, selon certains endroits, c'est des groupes. Et ils vous font payer. Alors là, nous allons voir un parkinger un peu particulier. On nous dit qu'il y en a beaucoup comme lui. C'est un diplômé d'études supérieures. Nous allons l'écouter. حصل على شهادة لا ليسونس في القانون الخاص ماستر دو قانون العقود المسؤولية المدنية منذ 2017 زوج شهادات جميعها لا ليسونس في القانون الخاص ماستر دو قانون العقود المسؤولية المدنية احتياط دكتوراه يمشي على رجليه وما لقاش راهو ما بالك أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة أنا جزائري قريت بها من طايش برا إطار من إطارات الدولة. Alors, nous allons commencer par Kaddour Chouicha, syndicaliste, militant des droits de l'homme depuis Ouaharan. Merci d'être avec nous, Kaddour Chouicha. Je vous remercie et je dis bonjour à tout le monde. Merci. Alors, Kaddour Chouicha, d'abord, sur la situation des ménages algériens. Est-il vrai que la vie est en train de devenir de plus en plus difficile, qu'il y a une flambée insidieuse des prix, et que même les ménages de la classe dite moyenne, trouvent des difficultés à joindre les deux bouts? C'est vrai, comme vous avez dit tout à l'heure, que c'est des mesures qui sont silencieuses parce qu'elles ne sont pas assumées officiellement.
mais c'est des mesures qui sont violentes. Pourquoi elles sont violentes? Parce qu'elles marginalisent un pourcentage de plus en plus important de familles algériennes qui n'arrivent plus à joindre les deux. Déjà, je me rappelle, le syndicat SNAPAP avait fait des calculs de ce qu'on appelle le panier de la ménagère à plusieurs années de suite et avait trouvé déjà à l'époque qu'il fallait un minimum de 60 000 dinars pour dire je vis plus ou moins dignement. Alors imaginez maintenant, pas simplement pour la classe moyenne, qui est en train d'être tirée vers le bas, mais nous avons un pourcentage très important de ceux qui vivent de l'informel, de ceux qui vivent à la marge et qui n'en peuvent plus de subir tous ces coups-là. Donc je pense que nous sommes en train d'aller vers une crise sociale profonde qui aura des conséquences très importantes, malgré le fait que le pouvoir a choisi de gérer ou bien de réguler la société en utilisant la répression et uniquement la répression. Mais Kdor Chouicha, est-ce que cette flambée des prix très insidieuse, très silencieuse et cette paupérisation rampante de pans entiers de la société, est-ce qu'elle est due à une sorte d'austérité non déclarée réellement, qui ne s'assume pas, ou est-ce que c'est uniquement dû à une sorte de spéculation née d'un vide politique, née d'une absence quasi totale de l'État dans les rouages sociaux, dans les rouages commerciaux et j'en passe? Écoutez, nous avons un État qui depuis très longtemps essaie de se débarrasser de l'aspect social. Ça fait très longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et avec maintenant la diminution des recettes de la rente, parce que nous étions un pays qui tenait debout de par la rente, et avec la diminution de la rente, il ne faut pas espérer autre chose. Certains avaient cru qu'avec le peut-être qu'il va y aller avoir une tentative de récupérer un peu l'argent qui a été détourné. Rappelez-vous la fameuse phrase de Tebboune qui disait « Je sais où se trouve l'argent et je vais le récupérer ». Oui. Mais force est de constater que l'argent mal acquis reste mal acquis et emmagasiné dans des coins et que la société doit se débrouiller puisque l'État, de par même sa structuration et par sa politique, refuse de prendre en charge la société. Il n'y a qu'à voir, je pense, tout le monde en a parlé, de la loi de finances pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se faire en Algérie. Donc c'est pourquoi c'est une austérité, mais qui n'est pas une austérité appliquée à tout le monde. À la limite, si c'était appliqué à tout le monde, on aurait dit, bon, il faut passer par là, d'accord. Mais ce n'est pas une austérité appliquée à tout le monde. Oui, mais Kdor Chouicha, pourquoi nous savons que la situation est catastrophique et que le bout du couloir est inéluctable. On va y arriver. Lorsque les réserves de change seront épuisées, nous allons nous retrouver face à un mur qui sera très très difficile de continuer à vivre selon les mêmes niveaux de vie qu'on s'était permis toutes ces dernières décennies. Mais pourquoi ne vient-il pas dire aux Algériens honnêtement, sincèrement, franchement, quitte à leur faire peur, quitte à, pour mobiliser tout le monde, que la situation ne permet plus de vivre au-dessus de ses moyens, qu'il va falloir se serrer la ceinture, qu'il va falloir se mettre au travail, qu'il va falloir tout reconstruire, qu'il va falloir s'atteler à la tâche très sérieusement, faire appel à toutes les forces vives du pays. Pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi, au contraire, ils sont en train de tenir un discours militaire très belliqueux d'un état-major qui se veut ultra présent, dont il n'y a que sa voix qui puisse avoir droit de citer? Pourquoi ne viennent-ils pas au peuple et ne leur disent-ils pas la réalité de ce qu'ils vont vivre, les gens? Non, je pense qu'il y a deux types de gestion.
il y a ce qu'on appelle, nous, la vitrine pseudo-démocratique que s'offrent les décideurs. Et cette vitrine tient le langage dont vous parlez, puisque vous-même, vous nous venez de nous faire écouter quelqu'un qui dise que toutes les mesures ont été prises pour sauvegarder le pouvoir d'achat des Algériens, c'est-à-dire comme quoi c'est vraiment une préoccupation du gouvernement. Et il y a un autre côté qui sait très bien que les Algériens, ils l'ont montré maintenant depuis le Hirak, que les Algériens savent ce qui est en train de se passer et ne peuvent plus croire une grande partie de ceux qui sont logés à l'intérieur du pouvoir. C'est-à-dire qu'on les leur dise ou pas, les Algériens ne vont pas y croire. Donc c'est pourquoi certains utilisent simplement le fait de parler de répression, de dire nous sommes en crise, il faut faire très attention. Mais la légitimité qui est inexistante ne peut plus permettre à certains de parler au peuple. Si vous parlez au peuple, il va vous dire d'accord, on est pour l'austérité, mais on est pour l'austérité partagée. Ce n'est pas normal que certains accumulent des milliards en plus qui sont mal acquis, et vous venez dire aux chômeurs du coin, attention, il faut te débrouiller tout seul. Ça n'a ni queue ni tête ce type de discours, et personne n'y croit plus. C'est pourquoi ce discours-là, à la limite, je pense que même ceux qui le disent, comme celui que vous nous avez montré, je pense qu'il n'y croit pas un millième, qu'il ne croit pas un millième à ce qu'il dit, mais on lui a demandé de le dire. Comme c'est un appareil à qui on a demandé de répéter les mêmes phrases, même s'il n'y croit plus, de les répéter, tout en sachant, et moi ça j'en suis sûr, que ni la population, ni eux-mêmes ne croient ce qu'ils sont en train de dire. Restez avec nous. Restez avec nous, Khadour Chouicha. Badreddine Guerfa est avec nous. Badreddine Guerfa, cadre du FIS. Merci d'être avec nous, Badreddine Guerfa. C'est moi qui vous remercie, Jamaldine. Merci. تحية لكم ولكل المشاهدين وكل الجزائريين والجزائريات. تحية الله يسلمك. Badreddine Guerfa, d'abord, vous qui êtes donc à l'est du pays, du côté de Dréane, je crois, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Alors, quelle est la situation des Algériens, j'allais dire, moyens, et des Algériens fragilisés qui sont réellement en difficulté? Quelle est leur situation matérielle en ce moment, avec ce froid, avec ces difficultés, surtout avec ces nouvelles de maisons qui s'effondrent? Ces vieilles bâtisses, on dirait qu'elles se sont mises d'accord pour s'effondrer, une à la Casbah, une à Skikda, une autre je ne sais où. En attendant l'effondrement du régime, Inch'Allah, ce qui se passe maintenant, la vie, vraiment, c'est un marasme total. La vie, vraiment, n'est pas joyeuse. Les Jazairiens, tous, la plupart des Algériens et des Algériennes souffrent le matin, souffrent l'après-midi, la nuit. Les gens pensent, les revenus sont très bas, la vie est vraiment très très chère. Et dans tout ça, il y a dans ce climat d'oppression, de répression. Mais dans tout ça, quand même, ce qu'on remarque, c'est que le citoyen lambda, l'Algérien, c'est ça ce qui est formidable. Quand il te parle, il sait très bien d'où vient le mal. C'est ça, il sait très bien d'où vient le mal. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, il y a le niveau de confiance vis-à-vis du régime, il approche étrangement du zéro. Donc, je pense que les Algériens attendent quelque chose. Ça me rappelle les mois d'avant février 2019. Il y a quelque chose je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer parce que les Algériens ne peuvent plus supporter cette chape de plomb imposée par un régime qui malheureusement non seulement ne pense pas aux intérêts des Algériens, mais dans les ramifications avec certaines forces occidentales, vraiment fait jaser les Algériens. Voilà ce que je ressens ces jours-ci dans mon pays, dans mon bled.
Devant cette absence presque totale de la solidarité publique, de la solidarité de l'État, avec les plus faibles, les plus fragilisés, ceux qui ont besoin d'être soutenus, aidés, assistés, surtout en ces temps de froid, est-ce qu'en l'absence de cette solidarité publique, est-ce qu'il y a une solidarité des Algériens, les uns avec les autres? Les Algériens font ce qu'ils peuvent, parce que maintenant, qui se solidarise avec qui? On est passé dans les années 90 du qui, maintenant qui se solidarise avec qui? Les Algériens, pratiquement, la grande majorité des Algériens sont dans le besoin. Le SMIG, les rouleaux est 18 000 ou 20 000. Quand on voit les bulletins de paix, tu as les agents de sécurité, les collèges, ou là, les écoles, ou là, dans les polycliniques, dans les hôpitaux, leur salaire de base, malheureusement, il y a 9 000 dinars. À 9 000 dinars, avec certains primes, ils arrivent à 18 000, à 20 000. Comment, avec 20 000 dinars, un père de famille qui a 6 enfants, 7 enfants, peut survivre? Et maintenant, c'est pour voir. Je me souviens, dans les début des années 70, le professeur de français a une dissertation, et je m'en souviens, c'était la misère et la mère de tous les vices dissertés. On la voit maintenant, et cette dissertation où j'ai eu une bonne note à l'époque, vraiment on la voit à Lyon, dans tous les quartiers, je vous assure, dans tous les quartiers, là, les 19h, 17h, 16h, on voit les jeunes qui vendent de la drogue, mais je ne les blâme pas aussi, parce qu'ils survivent eux aussi. On a l'impression que ce régime ne pense qu'à une seule chose, c'est comment se maintenir. Toutes les forces, toute sa réflexion, entre guillemets, son intelligence, c'est comment ne pas permettre aux Algériens de ressortir dans la rue pour se réapproprier les espaces publics, pour retrouver leur liberté, pour avoir l'espoir et le rêve de construire un pays et un État qui يشبه واش كاين في العالم يكون عندنا un rôle dans le concert des nations. Voilà ce qui se passe اليوم. تمشي في التاريخ. Oui. تمشي في التاريخ. On a l'impression qu'ils encouragent les gens maintenant à bloquer les rues, les routes. Ils veulent nous يرجعونا avant février 2019. Souvenez-vous, pendant 10-15 ans, les manifestations étaient interdites, les slogans interdits, ما كانش مسيرات سلميه مي تقفل الطريق تلقى مثلا تمشي تلقى لا جندرمي يقول لك لا il faut pas passer par là parce que les citoyens il faut passer de l'autre côté. Il y avait des milliers d'émeutes par semaine, des milliers d'émeutes, mais très dispersées, qui n'étaient pas porteuses de revendications politiques, mais plutôt de revendications socio-professionnelles, régionales, locales, etc. Restez avec nous, Badr Dingerfa, avec nous Adel Jabbar du Canada, observateur politique, militant, hirakiste. Merci d'être avec nous, Adel Jabbar. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à vos invités. J'ai 3 barbes blanches aujourd'hui. Je pense que ça va être chaud. Et en effet. Un grand salut à notre peuple à l'étranger, en Algérie. Alors, Adel Jabbar, d'abord, ce n'est pas pour faire une comparaison, parce que je sais quel est le niveau de nos concitoyens au Canada. C'est juste pour rappeler à ce régime, à ces gens qui passent leur temps à nous haranguer du haut de leur tribune, à faire référence à nos valeurs les plus sacrées, à nous promettre monts et merveilles, à s'ériger en nos protecteurs malgré nous et en nos représentants contre notre volonté. Je veux rappeler que beaucoup d'Algériens qui ont quitté leur pays, généralement contraints et forcés, parce que personne ne s'arrache à sa terre de gaieté de cœur, beaucoup aujourd'hui, dans des pays d'exil, sont beaucoup plus heureux et beaucoup plus à l'abri, beaucoup plus en sécurité que dans leur propre
patrie. J'aimerais que vous nous parliez un peu de nos compatriotes qui sont au Canada, de leur vie de tous les jours. Non, la vie de tous les jours, elle est très agréable. La qualité de vie d'un animal domestique ou d'un chien, pour ne citer que le chien, vous coûte $3 000 par année. $3 000 au change du square, c'est à peu près 39 millions. Donc c'est bien au-delà du SMIC de l'Algérien qui toucherait 24 millions dans le meilleur des cas possibles. La grande différence entre le Canada, la France, l'Angleterre, les États-Unis et l'Algérie, c'est qu'il n'y a pas d'État en Algérie. Ici, vous avez un État. Vous avez la citoyenneté. C'est-à-dire que tu sens que tu es un citoyen, tu es respecté. Quand tu vas dans une administration, on te dit « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Moi, je suis dans une administration, où واش دير ما كانش ممنوع خلاص واللي غدوه etc. Et je vois quand des gens de vieux retraités qui ont pratiquement mon âge mais qui semblent avoir 2 fois mon âge vont recueillir les 20 000 ou 15 000 dinars à la poste. Ça, c'est le premier des grands terrorismes qu'on est en train d'infliger à la population algérienne. Vous aviez posé une question tout à l'heure concernant l'état des lieux sur le plan social et économique. Moi, pour une figure, une allégorie, pour vous dire qu'il n'y a rien à espérer de ce régime-là, l'Algérie aujourd'hui est dans une voiture, une 403 des années 60, qui n'a pas de frein, qui n'a pas de lumière, dont le vieux conducteur est un ivrogne invétéré et qui est en train d'aller, de foncer à grande vitesse vers une destination inconnue. Mais nous la connaissons, la destination. Nous avions parlé de ce problème-là, de la paupérisation, il y a 6 mois sur votre chaîne. Et toutes nos alertes n'ont pas été écoutées. Elles n'ont pas trouvé d'oreilles attentionnées. Cette dictature-là ne nous considère même pas comme des êtres humains. Les Algériens ne sont pas des citoyens. Je l'ai dit plusieurs fois chez vous, les Algériens sont considérés comme des habitants malfaiteurs, diaboliques et sataniques par la pègre qui est en train de gérer ce pays-là. C'est un pays où il y a une armée comprador, donc une oligarchie de vieux bandits qui ont privatisé ce pays-là et qui font ce qu'ils veulent. Les seuls qui ne sont pas concernés par cette flambée des prix, cette inflation et cette pauvreté, c'est les habitants du kibbutz qui ne payent même pas leurs tomates, qui ne payent pas leur essence, qui ne payent pas leur loyer. Vous avez vu, vous avez montré les images de jeunes enfants, d'adolescents qui ont 13-14 ans et qui disaient « etc. Ça, c'est la preuve formelle, définitive, que la révolution est ancrée dans la tête de cette jeunesse-là, de cette génération qui a une haine mortelle contre l'Hagra. On n'est pas contre l'Algérie. Bien au contraire, nous avons l'Algérie dans le cœur. Nous sommes contre un système dictatorial. Mais ce système dictatorial, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours dans la théorie du complot. Il est toujours en train de nous... Parce qu'il est très chauviniste. Et le chauvinisme, pour lui, consiste à présenter tous ceux qui s'opposent à lui comme des gens qui ne sont pas doués d'intelligence, qui ne doivent pas avoir des idées politiques différentes. Il est en train de les présenter comme les ennemis du peuple. Le discours de Tebboune, qui ne représente rien, et l'état-major, ils sont en train de dire nous avons le meilleur système de santé du monde, nous sommes la plus grande armée d'Afrique, nous sommes. Ben justement, vous me tendez la perche. Et il y a des malfaiteurs, il y a des forces maléfiques à l'étranger qui sont en train de nous jalouser et qui veulent nous détruire. Donc, pour éviter d'être détruits, il faudrait que vous nous écoutiez, que vous vous soumettez à nous. Justement, tout le monde se demande à Abdel-Jabbar pourquoi ils nous disent qu'il y a des pays étrangers qui veulent nous détruire l'Algérie. Mais on se demande pourquoi ils ne nous disent pas qui sont ces pays, puisque les seuls pays qui peuvent nous détruire, comme les grandes puissances occidentales, elles ne trouveront jamais un gogo comme nous, qui lui offront tout sur un plateau, et que les autres qui voudraient nous détruire mais qui ne peuvent pas, donc ils ne peuvent pas.
Et puis, qui voudrait détruire un régime aussi médiocre, aussi prédateur? Pourquoi? Pourquoi le jalouserait-on? Mais sinon, nous allons vous montrer quelques images Nordin Aoussat. Vous allez voir que même au plus haut niveau de l'État, comme ils disent eux, l'État, ces gens-là ne sont même pas capables de donner l'exemple civique. Vous allez voir dans des réunions au plus haut sommet de l'État, les gens ne respectent pas les distances sanitaires et qui ne portent même pas de masque, y compris et surtout le chef de l'État lui-même. Regardez. D'abord une photo à la une de la revue El Jish, Tebboune reçoit Chengueriha son masque. Regardez. Chengueriha porte le masque et lui ne le porte pas. Ouais. D'ailleurs, tout le monde est en train de se dire pourquoi Tebboune ne porte pas de masque. Ensuite, nous allons voir lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité. Non, celle-là, elle est ancienne, celle-là, non. Nous allons voir lors de la signature de la loi de finances. La loi de finances, regardez. Regardez Nordin Aoussat. Personne ne porte le masque, juste un ministre, je crois, derrière, qui va finir par le porter. Il avait fait comme tout le monde, et puis à un certain moment, il s'est dit non, c'est pas très sérieux. Alors ils applaudissent, son masque, les masques ils sont en main. Regardez à droite, là, il porte son masque, le monsieur. Voilà, c'est le seul. Tous les autres sont à côté l'un de l'autre. Nordin Aoussat, ça veut dire quoi ça? C'est quoi? C'est du mépris? C'est de la désinvolture? C'est de l'irresponsabilité? C'est quoi? Écoutez, les responsabilités, elles liées. De toutes les manières, on a vu et on a trouvé chez eux que cela, les responsabilités, au sens vraiment plein du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui agit sans regarder les conséquences sur ses agissements. Donc ce pouvoir-là, il n'a fait que cela. Est-ce qu'on peut poser une hypothèse, entre guillemets, positive, parce qu'il l'a attrapé, qu'il ne peut pas le rattraper Mais raison de plus, pour donner l'exemple. Oui. Raison de plus. Oui. Et puis surtout, à la limite, s'il ne peut plus le porter, parce qu'il ne peut plus respirer, et il semble qu'il ait ce problème, qu'il nous le dise. Ça veut dire que ça justifie son non-respect des règles, des règles sanitaires. Tout à fait. En plus, lui, c'est un cas, et les autres. Et les autres qui étaient alignés côte à côte, pour faire comme le chef. Épaule, voilà, ça ne se fait pas que nous, on porte le masque, que notre chef. Si nous, on les porte et que lui ne porte pas, tout le monde va comprendre qu'il ne peut pas porter de masque. Donc, on fait comme lui pour noyer le poisson. Donc, je dirais que c'est bien, ça leur sied, ça leur sied, ça leur ressemble, c'est cela. Mais moi, je dirais qu'il faudrait approfondir plutôt, je dirais, l'analyse sur cette charte, ou plutôt cette loi qui vient de signer, et dont le ministre dit que un de ces deux objectifs stratégiques, c'est la sauvegarde du pouvoir d'achat. Et quand le témoignage que vous avez fait passer, on dit que les pâtes ont augmenté de 5 dinars par kilo. Je suppose même que ça pourrait être par sachet de 500 grammes. Donc, de 500 grammes, c'est ce qui est dit. Voilà, de 500 grammes, voilà, parce que c'est des sachets en général de 500 grammes. Que l'huile a augmenté de 5 dinars, le sucre a augmenté de 5 dinars, mais plus la dévaluation du dinar, donc qui va... La pénurie de lait, l'augmentation du lait, un ministre du Commerce qui passe son temps à nous dire « Oh, c'est mon bella, c'est incroyable. » C'est la bouffonnerie, ça, c'est de la bouffonnerie, c'est de la bouffonnerie, c'est même pas du populisme, c'est de la bouffonnerie. C'est incroyable, ce ministre du Commerce. C'est de la clownerie, c'est de la bouffonnerie. Je dirais que, par contre, j'aimerais bien rajouter un point par rapport... Tu disais tout à l'heure que le peuple, parce qu'il n'est pas conscient de toutes ces flambées de prix, de toutes ces augmentations, c'est pour ça qu'il ne réagit pas. Il ne le ressent pas de plein fouet. Il ne le ressent pas de plein fouet. C'est pas qu'il ne le ressent pas, à mon avis. Donc c'est pas qu'il ne le ressent pas. Il doit le ressentir vraiment fortement. Et je dirais. Et par contre, le Hirak, tant qu'il y a encore l'espoir du Hirak, il tient encore.
il tient encore, Disons, il ne se s'accroche révolte pas. à leur... Au lieu de, je dirais, de se révolter sur cet aspect-là, de ces augmentations qui sont c'est du mépris, c'est de l'indifférence au sort du père de famille, comment il va nourrir sa famille. Et au lieu de s'investir dans ça, ils gardent encore leur force, ils gardent encore leur volonté, ils gardent encore leur mobilisation pour le Hirak. Le jour, si ça continue comme ça, ou si ils vont aller aux élections législatives et qui pensent avoir, ça y est, je dirais, posé tous les jalons pour un nouveau départ du même régime avec la fausse promesse, et la promesse de toutes les manières, ça n'engage que ceux qui la reçoivent. Or, le peuple algérien l'a bien dit, ça y est, on n'en veut plus de vous. Je pense qu'on va revenir sur l'édito de l'Djeish. Oui, donc, oui. Le peuple, il veut un changement. Et donc, dans son espoir, dans son esprit, dans ses aspirations, ce changement-là qui va induire le reste. Que le peuple va se mettre au travail, qui va serrer la ceinture, mais il va serrer la ceinture pour... et là, le sacrifice en vaut la chandelle. Parce qu'à sa tête, il y aura d'abord ceux qu'il aura désignés lui-même. Il choisit lui-même. Ouais. En qui il a confiance, il y a un consensus, je dirais, un pacte national, on va sauver notre pays. On va le sauver notre pays. Alors, Kdor Chouicha, d'abord... un petit commentaire sur ces apparitions du président et de ceux qui l'entourent sans masque. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce parce que M. Tebboune ne peut plus porter de masque et qu'ils font comme lui pour ne pas trop le compromettre? Ou est-ce que c'est à la mode que de donner le mauvais exemple au plus haut sommet de l'État? Non, je ne pense pas que ce soit à la mode de donner l'exemple de dire ne le mettez pas. Je pense qu'il doit avoir une raison pour laquelle cela n'a pas été mis par leur chef. Et les autres, je pense, ont été gênés de paraître différents, de mettre eux le masque alors que lui ne l'a pas fait. Donc, nous sommes dans un système où, donc ils ont décidé de se plier, de faire la même chose, même si ils savent qu'il faut le mettre, mais ils n'ont pas le courage de le mettre tout simplement parce que le chef ne l'a pas mis, donc ils doivent ne pas le mettre, quel que soit le danger qu'ils peuvent courir. Alors, pour ce qui est de, comme était en train de nous le dire Nordine Aoussat, est-ce que les gens ne tiennent, ne restent, comment dirais-je, placides et déterminés que parce qu'ils ont cet espoir d'un retour du Hirak qui pourrait enfin remettre les choses à leur place? Non, je ne partage pas cette idée. Je pense qu'il ne faut pas ignorer le fait que les luttes des travailleurs, les luttes sociales, quand elles étaient menées par certains syndicats, lorsque la tête ou bien la direction de ce syndicat n'était pas cooptée par le régime. Mais une fois que le régime a réussi à coopter à peu près toutes les têtes des syndicats, il n'y a plus de lutte sociale. Et le problème qu'on est en train de vivre, moi, et je pense qui est très important, c'est que nous sommes en train d'opposer la lutte que mène le Hirak à la lutte que mènent des travailleurs ou bien des marginaux, tout simplement, qui n'ont rien. Alors que ça devait être complémentaire. Je m'explique si vous me permettez. Oui, bien sûr. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas eu son salaire depuis 18 mois de ne pas se battre sous prétexte qu'il y a le Hirak qui veut un changement et qu'il faut qu'il participe pour un changement. C'est-à-dire qu'on va lui demander de se dire, bon, même s'il n'y a pas d'argent pour la famille, pour mes enfants, je vais dans le Hirak et je patiente. Ça, c'est une demande qui n'a aucun sens. Le type, il est obligé de se battre au jour le jour pour essayer d'améliorer son sort, celui de sa famille, celui de ses enfants. Et à l'inverse, il faut qu'on puisse convaincre ce type de personnes, et la preuve en est que, par exemple, ceux de Numilog qui se battent
Donc on ne peut pas dire qu'ils sont placides, qu'ils se battent depuis des mois, qu'ils sont sans salaire. Il faut qu'on puisse leur faire accepter le fait que ce qu'ils font est intéressant, qu'il faut le faire, mais que ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que justement, la justice leur a donné raison, mais rien n'a changé pour eux. Ça veut dire que le problème, il est beaucoup plus profond et qu'on a besoin de changer beaucoup de choses dans ce pays, en particulier la justice. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse ce travail-là pédagogique envers ceux qui sont à la marge ou bien ceux qui sont dans des luttes sociales et envers ceux qui sont dans le Hirak pour dire, imaginez un instant que l'on regroupe toutes ces forces. C'est-à-dire ceux qui se battent pour leur salaire et ceux qui se battent pour leur Hirak. Imaginez donc qu'on regroupe toutes ces forces et qu'on sorte ensemble, qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire, Donc, si voilà, j'ai je bien pense que le compris, plus que vous prônez l'union, la solidarité entre les revendications politiques et les revendications socio-professionnelles et les revendications de tout ordre qui doivent être exprimées sur la voie publique. Il n'y a pas de raison pour que telle revendication soit sous-qualifiée, si j'allais dire, par rapport à d'autres. Bien sûr, je pense qu'il faut se dire la vérité. Si on veut être libre dans ce pays, c'est pour pouvoir vivre dignement, avec des enfants, avoir un logement, pouvoir se soigner. C'est ça la liberté. C'est pas simplement la liberté, ce que j'avais dit une fois, le renard libre dans le poulailler libre. Non, la liberté pour nous, c'est pour pouvoir vivre dignement. Donc on ne peut pas dire d'une demande sociale quand un type a des enfants qui ne, ou bien ce que vous nous avez montré, quand ils sont obligés de poireauter dans la neige pour avoir une bouteille, on va leur dire non, ça c'est pas intéressant, on ne peut pas se battre pour ça, il faut se battre pour le halak. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas contradictoire, au contraire, c'est complémentaire et il faut faire œuvre de pédagogie pour dire nous devons vous aider, vous, dans vos luttes sociales, mais vous devez, vous, participer aussi au Hirak. C'est la seule issue pour nous tous pour que nous nous réapproprions notre Algérie. C'est tout à fait imparable, on ne peut pas mieux dire. Mais sinon, Khadr Chouicha, et les syndicats dans tout ça, et ces projets de confédération puissante pour pouvoir fédérer les syndicats, les unir, les rendre plus forts, et ces promesses de syndicats libres qui allaient prendre le taureau par les cornes. Or, il semble curieusement, je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est le travail du régime qui tend à étouffer toute velléité de manifestation syndicale, mais il semble que ce soit le désert syndical dans le pays. Vous parlez là d'un sujet que je ne connais que trop bien. Oui. Je rappelle tout simplement que nous avions décidé, nous, de former un nouveau syndicat des enseignants et que nous avions formé avec le SNAPAP une confédération. Mais le pouvoir n'a pas donné d'enregistrement ni à notre syndicat, ni à la confédération. Alors qu'à côté, il y avait des syndicats qui avaient leur enregistrement. Donc, pour celui qui réfléchit un peu, comment se fait-il que dans le même pays, certains Algériens ont leur enregistrement conformément à la réglementation et d'autres Algériens n'ont pas leur enregistrement. Donc il fallait que les gens déjà à l'époque se triturent un peu la tête. Mais les gens ont marché et ils ont marché dans des soi-disant stratégies de construction de confédérations syndicales autonomes et tout, et tout, et tout. Mais en fait, moi je vous le dis sérieusement, moi je l'ai dit depuis très longtemps, enfin je ne suis pas le seul à le dire, les dés étaient pipés. Et c'est maintenant qu'on se rend compte que les dés étaient pipés. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'à ma sortie de prison, vu la campagne internationale, nous a donné l'enregistrement de notre propre syndicat, mais notre confédération reste toujours sans enregistrement. Donc c'est pourquoi les dés étaient pipés depuis très longtemps, et maintenant on se rend compte du silence total des syndicats, alors que nous sommes la cause première en Algérie, c'est la cause de l'Algérie. Vaste sujet. Il faudrait que nous puissions en parler plus en profondeur. Restez avec nous, Khadr Chouicha.
Nordine, vous vouliez intervenir? Oui, tout à fait. Il me semble que c'est important de clarifier un point, et il est nodal, il est principal, c'est que je ne vois pas, il n'a jamais été dans mon esprit, à quelque moment que ce soit, de faire une alternative ou une concurrence entre les luttes syndicales, professionnelles, socio-professionnelles, sociales, etc., et le Hirak. Le Hirak, pour moi, c'est le point de convergence et les transgénérations et les trans-catégories socio-professionnelles et les trans-étiquettes et colorations et tendances politiques, etc., etc. Donc c'est pour cette raison qu'il reste, je dirais, l'espoir, le porteur d'espoir d'un changement radical. Parce qu'on ne peut pas attendre d'un système qui a montré, je dirais, toutes ces facettes d'un régime agonisant, d'un régime finissant, d'attendre de lui de changer, d'améliorer, de régler nos problèmes sociaux alors qu'il est incapable même, je dirais, de régler des points sur lesquels il y a des lois claires sur comment présenter un président, dans quelles conditions, etc. Donc c'est ça. Mais sinon, bien entendu, toutes les luttes, toutes les revendications légitimes, que ce soit d'un groupe, d'une personne, d'une famille, d'une région, elles sont bien entendu méritoires et elles méritent bien entendu d'être soutenues et encouragées. Mais dans ce cas, Nordine Ansat, puisque vous avez la parole, je vous garde encore un peu. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tout le monde ne se focalise que sur le Hirak et la revendication hirakiste? Pourquoi pourquoi n'y aurait-il pas une résistance, comment dire, multifrontale? Pourquoi est-ce que l'université ne serait pas là en tant qu'université? Est-ce que les juges, les magistrats honnêtes, intègres ne seraient pas là en tant que juges intègres pour arracher? C'est le moment ou jamais pour eux d'arracher cette indépendance de la justice. C'est le cas des enseignants, c'est le cas des femmes, c'est le cas des handicapés, c'est le cas de tous les gens qui ont une cause à défendre et qui ont le devoir de la défendre parce qu'ils sont spécifiques, parce qu'ils sont particuliers, parce que parfois ils sont à l'avant-garde de la société. Pourquoi toutes ces gens ne sont-elles là qu'à attendre le Hirak, dans le meilleur des cas, à aller manifester un peu avec les autres et sans plus? Justement, c'est pour cette raison que j'entends et je lis ici et là, parlant du Hirak et le réduisant totalement en marche. Oui. Non, il faudrait qu'on se convainc les uns les autres et qu'on soit nous-mêmes, je dirais, profondément convaincus que le Hirak, c'est d'abord une idée. L'idée qu'on peut résumer en deux mots, un changement radical du système, parce que ce système-là, on ne peut rien attendre de lui. Ce n'est que ruse, mensonge, perfidie, tromperie de dire Jazair Jadida. Il n'y a rien de Jadid. Il n'y a rien de Jadid. On reprend l'Algérie depuis les années 60 ou les années 70, on retrouvera le même scénario. Une entente sur un équilibre précaire, on nous met une constitution, des élections, et après une léthargie, un endormissement pendant 15 ans. Et encore, quand vous dites élection, constitution, oui, il faut les mettre entre guillemets. Oui, bien entendu, mais ça fait partie du scénario. C'est ce qu'il a fait Boumediene dans les années 70. Ouais. C'est ce qu'il a fait Chedli dans les années 80. C'est ce qu'ils ont fait les militaires, les janvieristes dans les années 90. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais quand même, ça saute aux yeux, ça crève les yeux. C'est le même scénario. Oui. A, B, C, D. Hein, c'est le B à bas. C'est les mêmes. Donc, ils n'ont pas changé. On a parlé tout à l'heure de cette nature du régime qui n'a pas changé. Moi, je prends la responsabilité sur cela. S'il n'y a pas véritablement un soulèvement dans le sens d'une désobéissance, il faut désobéir totalement et radicalement et pacifiquement, bien entendu, et unitairement pour changer tout cela. Unitairement, ça veut dire que tout le monde le fasse. Que tout le monde le fasse. Bien entendu, c'est dans la responsabilité. C'est-à-dire que les pompiers vont continuer à travailler parce que... Mais justement, Nordine Ansat, même si ce n'est pas le sujet, mais c'est tellement intéressant, désobéissance civile. Pour
pour peu qu'elle soit efficace et bien organisée et la moins nocive possible pour les plus faibles, pour les plus éloignés, pour les plus isolés, pour les plus malades aussi, hein, pour les écoliers. Encore faudrait-il qu'elle soit organisée. Et pour qu'elle soit organisée, encore faut-il qu'il y ait une structure qui l'organise, qui soit reconnue par le peuple qui la demande, qui va la pratiquer, cette désobéissance civile. Or, ce n'est pas le cas. Plus en amont, c'est Jamaldine, plus en amont, je dirais, et plus fondamental encore, c'est la conviction. L'organisation, je dis, on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. C'est-à-dire l'organisation, on la trouvera d'une manière ou d'une autre. Mais c'est la conviction. Il faut être au préalable, je dirais, et bien en amont, convaincu que ce régime ne va nous mener qu'à la ruine. Et encore plus, je dirais, plus grave que toutes celles qu'on a connues, les crises qu'on a connues auparavant, il y avait une conjoncture, je dirais, géopolitique internationale différente, il y avait, je dirais, l'état d'esprit algérien différent, l'état économique différent. Tout cela pouvait et a amorti, je dirais, la gravité de la crise. Celle qui va venir, l'aqdarlah, ça va être l'implosion ou l'explosion. Donc il faut coûte que coûte, vaille que vaille, advienne que pourra, leur arracher le pouvoir à ces irresponsables qui sont à la tête de l'Algérie. Parce qu'ils ne voient pas, ils ne veulent pas voir. C'est le déni total, ils sont dans le déni. Le peuple algérien, ça fait 2 ans qu'il crie Madaniya Machi Askariya, et là j'ai en face de moi l'édito de janvier de Jarid Teljish, où toute une colonne qui me parle de peuple qui, on dirait que le matin, il ne dit pas Allahu Akbar, il dit l'armée Akbar. On dirait que ça. Et le titre, rappelez-nous. Oui, l'Algérie plus forte que les ennemis. C'est incroyable. L'Algérie plus forte que les ennemis. Et en arabe, c'est en arabe qu'elle est belle. Oui. Al-Jazair asiyatun ala a'da'iha. Al-Jazair. Est un gourdin contre ses ennemis ou quelque chose dans le genre. Alors, nous allons aborder ce sujet, mais avant, encore un tour de micro sur ce que nous sommes en train de dire. Badreddine Guerfa, sur ce que nous sommes en train d'évoquer, sur cette absence de synergie entre toutes les revendications du peuple algérien, qui, comme l'a rappelé Khadour Chouicha, ne peuvent pas être seulement confinées au politique, parce que le politique, c'est tout, c'est un peu tout. C'est aussi les revendications socio-professionnelles, les revendications corporatistes à la limite, les revendications des plus fragilisés de certaines catégories sociales, et j'en passe. Qu'est-ce qui fait que les gens ne s'investissent pas et qu'ils continuent à s'accrocher au seul rêve, au seul espoir du Hirak comme ça, comme une sorte de promesse non dite et qui contiendrait toutes les possibilités imaginables. Je tiens à rappeler qu'au début du Pacifique de février 2019, on a eu presque cette image, hein. Souvenons-nous, il y avait des syndicats qui sont investis, il y avait des administrations, des banques, des juges, des procureurs, des avocats, des enseignants, des élèves de collège, il y avait un tout. Je pense que le Hirak doit être... C'est comme quand on mène une guerre. Il y a l'infanterie, il y a les blindés, il y a l'aviation... Il y a un certain nombre de mouvements qui se font pour arriver au but final, par exemple, libérer un pays. Ça doit être comme ça. L'homme, malheureusement, et c'est une réalité, la pandémie a fait ce qu'elle a fait. L'homme, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Comment trouver la solution? Je ne peux pas vous répondre, mais tout le monde doit s'investir. La lutte sociale, elle est politique. La lutte politique, elle est sociale. Le Hirak, il est social, il est politique. Donc, mais le but final doit être à la hauteur du rêve de la révolution de février 2019, c'est-à-dire, comme le dit notre ami Nourdine, le changement radical. Madaniya Machi Askariya, un état de droit, هذا هو الهدف. Donc, اليوم,
mais quand même, il y a une note d'espoir. Quand on est dans la rue, quand on est avec notre peuple, chez l'épicier, chez le boucher, chez le khaddar, dans un taxi, les gens en ont marre. Yani, le harak, malgré il y a quelques revendications sociales, mais le harak c'est une idée qui parle fikra ou fikra دارت في عقول الجزائرية في وجود صدقني تلقى مثل شيء مرة هذيك يقول لك هذا Badreddin Guerva, il y a un problème de son. Je vous laisse entre les mains de la régie. On va essayer d'arranger ça et je reviens à vous dans un moment. Adel Jabbar, au sujet de l'édito de la revue El Jaish, au moment où les Algériens sont presque tous, si nous acceptons les relais et les alliés naturels du régime, presque tout le monde est en train de dire Madaniya, Machi Askaria. C'est devenu le slogan numéro 1 du Hirak. Or, pendant le même temps, El Jaish, la revue El Jaish, connue pour son édito, qui est la voix officielle des chefs de l'armée, nous a pondu quelque chose d'absolument incroyable sous le titre de l'Algérie plus forte que les ennemis. Et en arabe, الجيش عصي نعم الجيش الجزائر عصية على أعدائها. الجزائر عصية على أعدائها. عصية dans le sens de gourdin, oui, de bâton. Pas يعني. Ou la dure. عصية. عصية. Voilà. Alors c'est un édito, c'est incroyable. On dirait qu'ils sont allés chercher chez lui un des anciens apparatchiks de la langue des bois des années, même pas 70, des années 60. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, j'invite tous nos téléspectateurs à taper pour ceux qui ont l'Internet, revue El Jaish. À la deuxième page, vous allez trouver l'édito. C'est un long édito. Il faut absolument le lire, même si c'est de la langue de bois, même si c'est ennuyant, même si c'est... Est-ce que vous pouvez nous lire une ou deux phrases? Ah oui, moi, cette phrase-là, elle dépasse toutes les autres. Hein. Allez-y, dites-nous. On se posait la question pourquoi les militaires ils veulent pas lâcher. Mais en fait, on comprend pourquoi ils veulent pas lâcher. Là, cet édito nous l'explique, je dirais, de façon très explicite. Alors, dites-nous. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ces gens-là ignorent le lien puissant entre la nation et l'armée, qui n'est pas récent, il n'est pas conjoncturel, il n'est pas une expression comme ça inattendue, mais l'expression d'une relation existentielle divine. Rabbaniya. C'est ça. J'aimerais bien le lire en arabe. C'est plus que charnel, c'est existentiel et divin. C'est divin. Ontologique. Il veut dire que c'est ontologique. Ontologique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie ontologique? C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer l'Algérie de l'armée. On ne peut pas séparer le pouvoir de l'armée. Or, tous les pays du monde... Et d'abord, pourquoi il le présente comme deux entités séparées? L'armée et le peuple. Et le peuple, voilà, c'est ça. Ce ne sont pas deux entités. L'armée appartient au peuple, c'est un outil du peuple. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si l'armée sort, le pays est en déliquescence. Alors, nous allons faire un tour de micro. Adel Jabbar, sur ce sujet. Incroyable. Moi, j'ai une petite remarque. D'abord, c'est la gestion du temps, parce que si on attend 1 heure, 10 minutes pour intervenir pendant 3 minutes, ça n'a pas de sens. Oui, maintenant, pour revenir à cet édito-là, moi, ce matin, quand je vous ai parlé, vous m'avez parlé de cet édito. Franchement, je n'ai pas pu le terminer. J'ai eu une électrocution cérébrale parce que c'est tellement ineptique, c'est tellement vide. C'est la rhétorique des années de plan et de la guerre froide. Ce torchon-là est tiré à 25 000. Je pense qu'il est destiné aux gens qui veulent le lire. La majorité des Algériens ne le lisent pas du tout et ils n'en tiennent pas compte. Absolument. Je vais revenir sur des choses qui me semblaient extrêmement différentes. Notre ami Khadr Chouicha est en train de dire, il est en train pratiquement de se situer dans la lutte des classes.
et pour dire des revendications sociales. Moi, je pense que parler de revendications sociales et éviter de parler de la révolution dont l'objectif final est la liberté des individus et la récupération de leur citoyenneté pour situer le débat dans la fermeture de petites entreprises, dans des fiches de paye qui ne sont pas respectées, dans des salaires qui ne sont pas versés, c'est le meilleur service qu'on puisse rendre aux mukhabarat algériennes dont l'objectif est de phagocyter cette révolution-là. Une autre remarque que j'ai aussi, je vous assure, consacrer une émission pareille à parler de l'JIJ, de l'ZAR, etc., c'est franchement faire l'objet de manipulation. Ils sont en train de nous jeter des eaux. En quoi ça nous intéresse que Nzar ait voyagé dans un avion de la présidence, ou que Toufir prenne un thé qui reçoive Shingria, ou que Louisa Hnoun ait changé de sac à main? On a dit ne nous changez pas de sujet. Nous avons un objectif très clair, c'est la révolution, c'est la réussite de cette révolution-là. Maintenant, se mettre à se plaindre, c'est la meilleure manière de disloquer, de désintégrer ce pays totalement. Il faut maintenir haut et fort la flamme de la revendication essentielle qui est la libération de ce pays-là, qui est de débarrasser ce pays définitivement, de façon radicale, d'un régime dictatorial et de permettre aux Algériens de vivre enfin librement. Je vous dis une chose, si demain il y a un gouvernement légitime, des représentants légitimes, un chef peut sortir à la télé pour faire part de toutes les difficultés sociales et économiques du pays pour demander au peuple d'adhérer à une politique d'austérité. Mais aujourd'hui, ceux qui nous demandent d'adhérer à la politique d'austérité, qui sont-ils? Ce sont des gens qui se trimballent en voiture, en limousine blindée, vitres teintées, qui ne payent pas leur essence, qui ne payent pas leur loyer, qui ne payent pas leurs tomates, et qui viennent nous demander qui a conduit le pays à cette situation-là. Qui l'a conduit? C'est cette même femme, c'est ces mêmes prédateurs. Donc cessons de parler d'eux. Moi je vous dis, la meilleure manière de rendre service à notre pays, c'est d'arrêter de parler d'eux, de dire, de dérouler un plan. Qu'est-ce qu'on va faire? Les Algériens, vous avez parlé de désobéissance civile tout à l'heure. La désobéissance civile est un tout, c'est un patchwork. Moi je me limiterai à une chose, que les Algériens qui sont pauvres aujourd'hui. Moi il y a une émission que j'ai faite avec vous il y a 6 mois et j'avais parlé de 30 millions de gens qui vivent au seuil de la pauvreté. Vous savez qu'aujourd'hui, 5 millions de travailleurs ne perçoivent pas au-delà ou au-dessus de 30 000 dinars. 30 000 dinars, c'est rien. Et la famille moyenne algérienne est constituée de 4 à 5 personnes. Si les Algériens sont au niveau du Togo aujourd'hui, un Algérien vit avec $1 ou moins par jour. Donc il faudrait qu'on arrête ce massacre-là, qu'on puisse se mobiliser. Ils sont en train de pénaliser. La loi des finances est un véritable code pénal. Les Algériens sont punis. Les contraventions, les amendes judiciaires, les Et je me permets de vous interrompre. Je me permets de vous interrompre, Adel Jebbar, pardonnez-moi, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, malheureusement. Badr Dinguerfa, le mot de la fin, avant que nous puissions recevoir Farida Hamidi. Badr Dinguerfa, sur tous ces sujets, sur cet édito de l'armée. Vous m'écoutez? Oui, on vous entend, on vous écoute. Tfadal, c'est Badr Dinguerfa. Je commencerai par... Alors, la situation générale, je vous demanderai d'être assez bref et de nous pardonner de ne pas vous avoir donné suffisamment de temps. Nous arrivons à la fin de l'émission, malheureusement. Sur cet édito de la revue El Jaish et de la situation en général. Oui, je disais que l'arrivée de Nassar, Toufir, etc., ce que dit Jaish, dans les frontières, aux frontières, etc., ils essayent de faire un choc, صدمة في الشعب وفfaire de la diversion. باش الشعب يخرج يهرب من الوي تاعو essentiel, comme on dit. ما تبدلوناش sujet. Je suis tout à fait d'accord avec notre ami Adel Jebbar. Même si on mène des luttes, il faut rester. La ligne de mire تاعنا تكون هي واحدة. هذا le changement. Il n'y a pas d'autre solution.
parce que Pardon, Badr Dinguerva, le son ne s'est vraiment pas arrangé. Je suis désolé de vous avoir frustré aujourd'hui autant et le son avec qui s'est mis de la partie. Nous espérons vous revoir bientôt, Badr Dinguerva, et nous vous en remercions. Comme je remercie Nordina Oussat, Adel Jabbar, Kaddour Chouicha que nous avons perdu, que nous n'avons pu retrouver. À la fin de l'émission, nous vous passerons 2 autres photos de M. Tebboune sans le masque. L'une devant le Conseil de sécurité, où il est la même chose, il est sans masque, et l'autre pour la réunion préparatoire des élections à venir. Alors, mais nous allons d'abord recevoir Farida Hamidi. Farida, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir Farida. Vous aviez un appel à lancer au sujet de notre compatriote qui s'est fait agresser au consulat de Créteil, c'est ça? Tout à fait, voilà. Donc en fait, il y a eu une action le samedi. Je voulais dire 2 mots à ce propos. Voilà, on a vu tous que l'Isaba, elle a été bien déstabilisée et elle était aux abois il y a quelque temps. Là, elle est en train de se rééquilibrer. Avec des méthodes, en utilisant des méthodes de plus en plus violentes contre la population d'une manière générale. Le pire est à venir parce qu'il commence à brandir le spectre du terrorisme avec des opérations qui probablement montaient de toutes pièces. Imaginaire donc, pour faire peur, pour Bachir Khoufounès. Si on veut arrêter ça, c'est par des actions unitaires. Donc samedi, devant le consulat de Créteil, venons nombreux. À quelle heure C'est à partir de 13h. À partir de 13h, venez, on y sera, on sera nombreux. Donc c'est pour protester contre l'agression sauvage qu'a subi cette jeune étudiante algérienne précaire, mais et puis avec les informations que nous avons eues il y a quelque temps sur les conditions de détention inhumaines que subit Nekez, Khaled Drarni, Tajadit et puis tous les autres détenus, les emprisonnements arbitraires, les arrestations violentes comme des femmes également comme notre sœur Touet Dalila de Moustran, de notre sœur Fatima Bendouda de Guelma, et en gros et d'une manière générale. Walid Kchida et ses co-détenus qui sont en grève de la faim et dans une situation exactement critique. Kchida, 3 ans d'emprisonnement au moment où Nazar rentre et au moment où Toufer et compagnie sortent de prison. C'est absolument scandaleux. Donc on va rallumer la flamme du Hirak. Il va y avoir une seconde secousse. Ce tremblement-là, ça va être 10 sur l'échelle de Richter. Donc merci. Il faut qu'on se lève tous ensemble. Merci Farida Hamidi. Vous allez voir les 2 images avant la fin, avant le générique de fin. Mais avant, je voudrais vous remercier d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bslama.